Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sucre, comment mieux le choisir et comment en manger moins. Le sucre dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment le sucre ajouté, celui que nous, les consommateurs ou les industriels, ajoutons aux préparations. Je ne vais pas du tout parler du sucre qu'on peut trouver dans les légumineuses, dans les céréales, qu'on appelle aussi parfois les glucides. Dans un premier temps, on parlera de la quantité de sucre ajouté qu'il faut manger par jour, quelle est la dose à ne pas dépasser. Et puis ensuite, on parlera de la qualité du sucre, donc vers quel sucre IGBA il est préférable de se tourner plutôt que de manger du sucre blanc. Retrouvez toutes les informations de cette vidéo ainsi que des recettes IGBA sur mon site cuisinerilgba.com. Alors tout d'abord, quelle quantité de sucre il ne faut pas dépasser par jour pour avoir une alimentation équilibrée? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise de ne pas dépasser 10% de ses apports caloriques en sucre ajouté. Et dans son dernier rapport, elle préconise même de tendre vers 5% de ses apports caloriques. Une femme qui aurait besoin d'un apport calorique par jour de 1800 calories. Donc attention, je ne dis pas que toutes les femmes ont besoin de cet apport, il y en a qui vont avoir besoin de plus, d'autres moins. Donc concrètement, une femme qui aurait besoin de 1800 calories par jour, eh bien il ne faudrait pas qu'elle dépasse 90 calories de ces 1800 calories qui soient des sucres ajoutés. Alors 90 calories de sucre ajouté, qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien ça correspond à 22,5 g de sucre puisque 1 g de sucre égale 4 calories. Et alors 22,5 g de sucre ajouté, ça se matérialise comment? Eh bien ça correspond à 4 cuillères et demie à café de sucre. Donc on peut se dire, bon bah ça va, c'est raisonnable, c'est pas, je sucre pas par exemple mon thé, mon café, etc. Mais là où c'est plus insidieux, c'est que le sucre ajouté se trouve partout. Bien sûr, on en trouve dans les aliments plaisir comme les sodas, les sucreries, les chocolats, etc. Mais on en trouve aussi dans les plats préparés, dans les ratatouilles, dans du jambon, de la charcuterie. Et donc c'est pour ça que le taux peut très vite grimper sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, dans un verre de Coca-Cola, vous ne serez pas surpris de savoir qu'on va retrouver 4 morceaux de sucre. Dans un verre de jus de fruits, c'est la même chose, on va retrouver l'équivalent, 4 morceaux de sucre. Et plus surprenant, eh bien, dans une part de ratatouille qu'on va acheter en conserve ou en bocal, eh bien, on va retrouver 1 morceau de sucre. Alors quels sont les risques si on dépasse cette dose quotidienne maximale de façon fréquente? Eh bien, l'OMS nous dit que tout d'abord, on va avoir plus facilement des caries, mais aussi certaines maladies métaboliques comme par exemple de l'obésité, du diabète, une élévation des triglycérides dans le sang, et puis ça favorise également certains cancers. Donc c'est quand même important d'essayer de réduire cet apport de sucre ajouté par jour. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien de ce rapport de l'OMS dans la barre d'infos si vous souhaitez aller compléter vos recherches sur le sujet. Donc on vient de voir ensemble qu'il faut éviter de manger trop de sucre au quotidien pour sa santé, mais il va falloir aussi savoir bien le choisir parce qu'en fonction des sucres que l'on mange, on n'aura pas les mêmes impacts sur le corps. Donc on va tout d'abord parler des sucres qu'il faut éviter parce qu'ils ont un index glycémique trop haut ou parce qu'ils ne sont pas très intéressants pour le corps. On pense tout de suite au sucre blanc. Donc le sucre blanc a un index glycémique de 70. Peut-être que vous pensiez que le sucre blanc a un index glycémique de 100. En tout cas moi c'était mon cas au départ. Le glucose a un index glycémique de 100. Le sucre blanc, celui qu'on trouve dans les supermarchés, c'est en fait du saccharose, donc c'est un mélange de molécules glucose et fructose, et donc c'est pour ça qu'il a un index glycémique de 70. Ça reste que c'est vraiment un sucre qui n'est pas intéressant, il contient 0 fibres, 0 nutriments, ce sont vraiment des calories vides pour le corps. On pense aussi souvent à tort que le sucre blanc est un sucre particulièrement industriel qui a été très raffiné pour obtenir cette couleur blanche. Et en fait, c'est un tort parce que souvent le sucre blanc est issu de la betterave sucrière blanche. Et donc, oui, bien sûr, il y a un processus industriel pour obtenir du sucre, mais pas vraiment pour obtenir cette couleur blanche. Le deuxième sucre à éviter, ça va être le sucre de canne, la cassonade, qui a un index glycémique là aussi très élevé et qui apporte très peu de minéraux, très peu de nutriments. Donc on est très proche du sucre blanc. Ensuite, on va éviter dans une alimentation IGBA la vergeoise parce que là c'est du sucre de betterave qui a été cuit, caramélisé pour obtenir cette couleur brune. Donc là encore, il n'y a pas d'intérêt au niveau nutritionnel. Alors au niveau gustatif, j'entends bien, il y a bien sûr une appétence pour cette saveur sucrée, mais au niveau nutritionnel, c'est pas très intéressant. Et puis enfin, il y a les sucres complets comme le sucre rapadura ou le sucre muscovado qu'on va essayer également d'éviter. Alors ils ont un index glycémique qui est très élevé, 68, 70.
Et par contre, ils vont être plus intéressants parce que eux contiennent des nutriments et des fibres. Ils ont été moins raffinés au niveau de leur processus industriel. Donc c'est vrai qu'ils vont contenir par rapport au sucre blanc des minéraux, des fibres, donc ça c'est intéressant. Après, ils vont contenir des minéraux et des fibres en quantité vraiment limitée. Donc on va préférer se tourner vers d'autres alternatives de sucre qui auront un index glycémique plus bas. Alors je vous propose maintenant de voir un peu un éventail de sucres qui ont un index modéré ou bas. Et puis à chaque fois, on va essayer de voir les avantages, les inconvénients. Je n'ai pas fait le tour de tous les sucres IG bas qui existent. Donc si il y en a d'autres que vous souhaitez aborder avec moi, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Ça permettra aussi peut-être à d'autres personnes d'avoir l'information. Le premier sucre dont je voulais vous parler, c'est le sucre de coco ou le sucre de fleur de coco. On en a beaucoup entendu parler. Les avantages de ce sucre, eh bien, c'est qu'il aurait un index glycémique de 35, j'y reviens juste après. Il est facilement trouvable en supermarché, même en vrac dans les supermarchés bio. Il n'est pas très cher, on le retrouve environ à 9 € le kilo. Moi je l'achète en vrac sur le site de La Fourche, il est à 6,80 le kilo, donc c'est vraiment intéressant. Il contient aussi pas mal de fibres et de minéraux, donc ça c'est au niveau de ses avantages. Au niveau des inconvénients, c'est un sucre qui va avoir un goût particulier. Il n'a pas du tout le goût de noix de coco. Par contre, il va avoir un arrière-goût de caramel qui ne plaît pas à tout le monde et qui ne va pas du tout convenir dans certaines préparations. Il faut aussi savoir qu'il est légèrement moins sucrant que du sucre blanc. Donc si vous êtes bec sucré, que vous avez l'habitude d'avoir des préparations très sucrées, il faudra en mettre au moins l'équivalent du sucre blanc, ce qui peut quand même être un problème. Enfin, le problème majeur avec le sucre de coco, c'est son index glycémique. Donc je vous ai dit en tout début qu'il est supposé avoir un index glycémique de 35, ce qui est un index plutôt bas, donc ça serait vraiment super. Le problème, c'est que ce chiffre, il a été trouvé par le ministère de l'Agriculture des Philippines. Or, on voit bien que ce ministère de l'Agriculture n'est pas neutre, puisqu'ils ont vraiment intérêt à promouvoir cette culture pour développer leur économie. L'Université de Sydney en Australie, qui est un centre à la pointe des recherches au niveau de l'index glycémique et des charges glycémiques, a fait des études qui ont montré des chiffres assez différents et le sucre de coco a obtenu un index glycémique de 55, ce qui serait logique parce que quand on regarde la composition du sucre de coco, c'est en fait assez proche de celle du sucre blanc, alors avec des taux, des variations, etc. Donc en conclusion, le sucre de coco n'est pas à fuir. Au contraire, il est toujours mieux que le sucre blanc, qui a un index glycémique de 70, ou les sucres complets type rapadura, muscovado. Par contre, c'est clairement pas la panacée universelle dont on nous a parlé pendant des mois et il ne faut pas en mettre autant comme autant dans nos préparations en pensant qu'on risque rien au niveau de la glycémie. Non, il va falloir rester mesuré. Le deuxième sucre dont on va parler, c'est maintenant du fructose. Le fructose a un IG très bas de 12 et là c'est sûr, c'est garanti par la science. On en trouve facilement, même en supermarché, c'est très bon marché, c'est à peu près 4,50 € le kilo. Il a un pouvoir sucrant très fort, donc on en met 2 fois moins que du sucre traditionnel. Donc voilà, ça c'est pour les avantages du fructose. Au niveau des inconvénients, le problème c'est que le fructose est métabolisé, digéré par le foie. Et le foie n'a pas l'habitude de recevoir des grandes doses de fructose, de sucre comme ça. Donc ça va vraiment engorger le foie qui va stocker ce sucre sous forme de graisse. Donc soit cette graisse va rester à l'intérieur du foie, c'est ce qu'il va faire du foie gras, soit ça va augmenter les triglycérides dans le sang et puis ça peut aussi avoir un effet néfaste sur l'insulinorésistance et donc à long terme provoquer du diabète. Donc c'est un peu fou parce qu'on se dit je prends du fructose parce que ça ne fait pas augmenter ma glycémie et en fait ça va renforcer l'insulinorésistance par derrière. Il y a aussi un problème avec le fructose, c'est que c'est une molécule qui va tromper le cerveau en bloquant les messages qui arrivent à l'hypothalamus et donc ça va complètement dérégler les sensations de satiété et de faim. Donc vous voyez que c'est quand même un vrai problème ce fructose, il y a beaucoup d'inconvénients, pour certes des avantages mais il y a beaucoup d'inconvénients à prendre en compte. Alors à partir de quelle quantité le fructose commence à poser problème? On dit que les effets délétères du fructose commencent à se manifester à partir de 100 grammes par jour. Pour un adulte diabétique, on va même dire que ça commence à partir de 60 grammes par jour de fructose, qu'on va avoir tous ces inconvénients qui vont se mettre en place dans le corps.
Alors bien sûr, c'est vrai que le fructose, on va le retrouver en pot qu'on achète comme ça, mais on va aussi en retrouver dans de nombreuses préparations, notamment industrielles. Par exemple, dans 1 litre de Coca-Cola, il y a 50 g de fructose. Dans un demi-litre de jus de fruits, il y a aussi 50 g de fructose. Il faut aussi savoir qu'il y en a dans les fruits. Un fruit contient environ 10 g de fructose. Par contre, son absorption va vraiment être différente parce qu'au niveau de l'intestin, ça va être très ralenti en raison des fibres, des nutriments, puisqu'on mange le fruit en entier. C'est pas comme quand on fait un apport d'une boisson sucrée qui aurait du fructose pur ou dans un produit sucré plaisir qui là aussi va contenir du fructose pur. Donc en conclusion, le véritable danger du fructose, c'est le fructose que l'on va trouver de façon ajoutée dans les préparations industrielles et de façon aussi importante. Si vous avez une toute petite part, un tout petit pourcentage de fructose, ça ne va pas être dramatique, mais si vous voyez une très grande proportion de fructose dans la préparation industrielle, là c'est plutôt, il va peut-être falloir trouver une alternative plus saine. Le sucre suivant dont on va parler, c'est la stevia. La stevia, c'est un édulcorant naturel issu d'une plante. Elle a un index glycémique de 0 et un apport calorique de 0. Ça, c'est sûr, c'est confirmé par la science. Donc, c'est-à-dire si on mange de la stevia ou qu'on en met dans des préparations, ça n'augmente pas la glycémie et ça n'augmente pas non plus les calories du plat. Elle a un pouvoir sucrant très fort, la stevia, 200 à 300 fois plus fort que du sucre blanc, donc il va falloir au niveau des quantités ajuster. C'est aussi un édulcorant qui résiste bien à la cuisson, donc c'est vrai que certains sucres à la cuisson vont avoir un pouvoir sucrant qui diminue, là c'est pas du tout le cas. Et puis on en trouve facilement partout, que ce soit en supermarché, en magasin bio, donc ça peut être très pratique. Au niveau des inconvénients, il y en a 2 pour la stevia. Le premier, c'est celui du goût. Il va vraiment y avoir une note de réglisse, une petite amertume, en tout cas un arrière-goût qui est très caractérisé, qui va passer ou pas du tout chez certains en fonction des goûts et des palais, et qui va même rester à la cuisson. Donc c'est vrai que dans certaines préparations, ça ne convient pas du tout. Puis le deuxième problème, c'est qu'en fait, on trouve très rarement de la stevia pure. Il faut savoir que la stevia que l'on trouve en supermarché, souvent, eh bien, quand vous regardez la composition du paquet, vous allez trouver stevia et puis à côté, vous allez trouver, des fois c'est marqué fructose, aspartame. C'est souvent des mélanges de plusieurs édulcorants. Et là, ça pose vraiment problème parce qu'on pensait manger un produit qui est sain, qui est naturel et c'est pas du tout le cas. Donc, il va vraiment falloir être très vigilant. Et quand vous prenez une stevia pure, et bien normalement elle est verte et elle coûte assez cher, jusqu'à 70 € le kilo. Alors évidemment on en met des toutes petites doses puisque je vous ai dit que c'était 200 à 300 fois plus sucrant que le sucre, donc on n'en achète jamais 1 kilo en fait, on en achète toujours 100 grammes peut-être au maximum, donc ça reste quand même correct au niveau du prix, mais vraiment soyez bien vigilants à la stevia que vous achetez si vous en prenez, à ce qu'il n'y ait pas plein d'édulcorants, de stabilisants bien plus chimiques qui eux sont néfastes pour la santé. On va ensuite parler du sirop d'agave. Alors le sirop d'agave, au niveau de ses avantages, c'est un produit qui a un index glycémique de 19, donc c'est vraiment bas. J'en reparle juste après dans les inconvénients. On l'en trouve facilement en supermarché, en magasin bio, à un prix vraiment raisonnable, environ 6 € le kilo. Donc on peut en mettre dans les préparations sans que ça soit vraiment très onéreux. C'est une bonne alternative au miel, par exemple, pour des véganes. Et puis c'est un sucre qui va être légèrement moins calorique que le sucre blanc et qui par contre va avoir un pouvoir sucrant un petit peu plus supérieur. Donc on va en mettre un petit peu moins que du sucre blanc et il va bien résister à la cuisson également. Donc voilà pour les avantages. Alors maintenant au niveau des inconvénients, il faut savoir que le sirop d'agave est très riche en fructose. Je vous renvoie à mon speech de tout à l'heure pour savoir quel est le problème avec le fructose si on en met trop partout. Et puis ensuite, son index glycémique, donc de 19, n'est pas toujours de 19, mais parfois bien plus haut en fonction du processus industriel qui a été fait pour obtenir le sirop d'agave. Plus on va se tourner vers des processus industriels rapides, plus l'index glycémique du sirop d'agave va augmenter. Plus on va faire le sirop d'agave de façon artisanale, plus son index glycémique va être bas. Je vous parlais tout à l'heure de l'université de Sydney qui avait trouvé des chiffres bien différents pour le sucre de coco. Cette fois-ci, pour le sirop d'agave, ils ont trouvé des niveaux d'index glycémique vraiment similaires, 11, 19, mais par contre, ils ont toujours choisi des produits qui étaient bio, artisanaux. Donc là aussi, il va peut-être falloir être vigilant sur le choix du sirop d'agave que l'on prend.
et celui que l'on trouve en supermarché n'est peut-être pas le meilleur. Peut-être qu'il va falloir choisir plutôt un sirop d'agave bio avec des labels spécifiques, avec vraiment des mentions artisanales pour s'assurer d'un index glycémique qui soit vraiment bas. Le sucre suivant dont on va parler, c'est le xylitol. C'est aussi un sucre qu'on appelle le sucre de bouleau. Il a plusieurs avantages. D'abord, il a un index glycémique très faible de 7. C'est non contesté par la science, tout le monde est d'accord. Il a un apport calorique qui est plus faible, 240 calories pour 100 g de xylitol, alors que quand on met 100 g de sucre blanc, on aura un apport de 400 calories. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et il faut savoir qu'on en met encore moins quand on va cuire les préparations. Donc le pouvoir sucrant du xylitol augmente à la cuisson. Donc ça peut être là aussi intéressant. Le xylitol a lui aussi malheureusement des inconvénients. Tout d'abord, il est très difficile à trouver dans les magasins physiques, que ce soit les supermarchés, les magasins bio. Il faut se tourner souvent vers des magasins en ligne pour le trouver. Ensuite, même dans certaines épiceries en ligne comme Casidomi ou La Fourche, on n'en trouve pas forcément facilement ou alors à des tarifs vraiment prohibitifs. Donc c'est souvent quand même assez cher ce sucre de bouleau. Moi, je l'achète personnellement sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, c'est pas ce qui me convient le mieux, mais pour le moment, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Je vous en parlais d'ailleurs dans cette vidéo où je vous partageais mes bons plans pour trouver des aliments IG bas à prix raisonnable. Donc là aussi, vous pourrez aller voir ça si vous avez envie d'approfondir le sujet. D'autres inconvénients avec le xylitol, c'est que d'abord il a une production industrielle, même si là aussi le nom sucre de bouleau peut nous faire penser que c'est tout à fait naturel et sain. Non, c'est quand même un sucre qui a recours à des procédés industriels importants, donc c'est quand même un édulcorant spécifique, il faut le savoir. C'est aussi un sucre qui ne va pas être facile à digérer. Si vous avez des problèmes d'intestin, je ne vous le recommande pas parce que c'est un sucre qui va fermenter au niveau des intestins. Il peut provoquer des irritations, des ballonnements, des diarrhées, surtout si on en mange trop et trop d'un coup. Il faut s'habituer progressivement. Le maître mot dans toute cette vidéo, vous en êtes rendu compte, c'est la modération. Donc là aussi, même si un produit est intéressant, il va falloir en manger modérément, en mettre en dose modérée dans les gâteaux. Parfois, on voit des doses très importantes dans certaines recettes, 100 g de sucre de bouleau. Ouais, je suis pas sûre que tout le monde digère bien ce genre de dosage. Et enfin, c'est un sucre qui peut être dangereux pour les animaux, en particulier pour les chiens. Il est même mortel. Donc attention à ne pas laisser traîner ce sucre ou des produits qui en contiennent pour ne pas empoisonner vos animaux. Le sucre suivant dont on va parler, c'est l'érythritol. Donc là aussi, c'est un édulcorant naturel, c'est-à-dire qu'on en retrouve à l'état naturel dans certains produits de l'alimentation. Par contre, celui qu'on achète souvent en ligne, il va être issu d'un processus industriel qui lui n'est pas du tout naturel. Donc attention aux appellations qui sont parfois un petit peu trompeuses. Au niveau des avantages, c'est un sucre qui a un index glycémique de 0, qui apporte uniquement 20 calories pour 100 g de produit. Il va être sous forme de poudre blanche. Au niveau des inconvénients, par contre, c'est un sucre qui va avoir un pouvoir sucrant inférieur de 60 à 70% par rapport au sucre blanc. Donc on va devoir en mettre vraiment pas mal pour retrouver la même sensation sucrée. Donc moi, ça me pose un petit peu problème de mettre beaucoup d'édulcorants dans une préparation, sachant que c'est vraiment pas naturel. C'est pour ça que c'est pas un sucre vers lequel je me tourne beaucoup. Mais pareil, en petite dose, modérément, pourquoi pas. Le sucre suivant dont on va parler, c'est le miel, et en particulier du miel d'acacia. Le miel d'acacia a un index glycémique de 35. Il faut savoir que plus le miel est liquide, plus il est riche en fructose, et donc plus il a un index glycémique qui est bas. Plus le miel est solide, plus il a du glucose à l'intérieur, et donc plus il va avoir un index glycémique haut. Les avantages du miel d'acacia, c'est tout d'abord que c'est un produit entièrement naturel, il n'y a aucun procédé industriel, aucun ajout chimique, donc ça c'est vraiment très intéressant pour la santé. Pour en avoir tous les bénéfices, le mieux c'est quand même de manger ce produit à froid. À partir du moment où on va le cuire, il y a certains minéraux, certains antioxydants qui vont malheureusement disparaître. Il faut savoir aussi que le miel est un petit peu moins calorique que le sucre. On compte environ 300 calories pour 100 g de miel, alors que pour du sucre blanc, on en comptait 400 calories. Au niveau des inconvénients, eh bien, c'est ce qu'on a dit, le miel d'acacia est un miel qui a un index glycémique bas parce qu'il contient beaucoup de fructose. Donc on ne peut pas en manger des trop grandes quantités, sinon on aurait un apport en fructose qui serait trop fort pour le foie. Et puis aussi, c'est un miel qui est assez cher, environ 22 € le kilo. Donc on ne peut pas non plus en mettre des grandes quantités dans les préparations, ça reviendrait vraiment à trop cher pour chaque plat.
Le sucre suivant dont on va parler, c'est le sirop de Yakun ou Yakon, je ne sais pas trop comment on prononce. C'est un sucre qu'on a vu fleurir dernièrement, notamment sur les sites de diététique, qui est présenté comme un peu le dernier produit miracle, notamment pour les diabétiques, parce que au niveau de ses avantages, il a un index glycémique de 0, donc ça peut être très intéressant. C'est un sucre qui est produit à partir d'une tubercule, une sorte de pomme de terre, que l'on va faire bouillir pour obtenir du sirop. Au niveau de son apport calorique, il est intéressant parce qu'il apporte uniquement 200 calories pour 100 g de produit. Et puis il a un goût vraiment particulier, un petit goût caramélisé, un petit peu de certains disent de confiture de lait en arrière-bouche. Donc voilà, ça peut vous convenir, notamment si on en met par exemple dans son yaourt. Par contre, il a malheureusement lui aussi des inconvénients. C'est un sucre qui est tout d'abord très riche en fructose. Il contient environ 50% de fructose, donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir en manger des quantités importantes, sinon on va avoir des problèmes au niveau du foie. C'est aussi un sucre qui contient beaucoup d'inuline. C'est une fibre soluble qui est très difficile à digérer. Ça va fermenter, ça va provoquer des gaz, des troubles intestinaux importants, crampes, diarrhée. Donc je ne trouve pas que ce soit vraiment un sucre qui soit vraiment intéressant à cause de ça. Et en plus, c'est un sucre qui est très cher. Il faut savoir que ça coûte environ 17 € les 250 grammes. Donc on ne peut pas se permettre de remplacer par exemple des quantités de sucre blanc par du sirop de Yakon. Ça me paraît quand même un petit peu difficile. J'espère que vous êtes toujours là. Cette vidéo est un peu longue, mais on s'approche de la fin, alors courage. Le sucre suivant dont on va parler, c'est le sirop d'érable. Le sirop d'érable est intéressant, même s'il a un index glycémique qui est assez haut de 55. Par comparaison, vous vous en souvenez, le sucre blanc, on avait dit au début de la vidéo, a un index glycémique de 70. Donc vraiment, on s'en approche, on est en dessous, mais bon, ça reste quand même des taux qui sont assez élevés. Au niveau des avantages, tout d'abord, le sirop d'érable est un sucre qui va être naturel. On va simplement faire bouillir de la sève d'érable pour obtenir du sirop. Il n'y a pas d'ajout de produits chimiques particuliers ou de processus industriels qui seraient vraiment dénaturants. Ce qui veut dire qu'on va avoir un produit avec des nutriments, des antioxydants, un petit peu comme le miel. Et ça va être intéressant pour la santé. Il contient aussi moins de calories que le sucre, environ 260 calories pour 100 grammes, alors que le sucre c'était 400. Et puis enfin, il a un goût particulier, donc même s'il a un pouvoir sucrant qui est inférieur, on va parfois en mettre moins parce qu'en plus de cette note sucrée, on va avoir une autre note au niveau du palais qui va être satisfaisante sans en mettre trop. Au niveau des inconvénients, c'est ce qu'on a dit au début, c'est un sucre qui a un index glycémique élevé de 55, donc on ne peut pas en manger des quantités trop importantes. Par contre, il contient moins de fructose, donc ça peut permettre d'équilibrer son apport en fructose dans la journée. Il a aussi un pouvoir sucrant qui est inférieur de 60 à 70% par rapport au sucre raffiné. Donc surtout dans des préparations cuites, il va falloir en mettre pas mal pour retrouver la même saveur sucrée, ce qui peut quand même être problématique. Et puis enfin, c'est un produit qui reste cher, entre 22 et 30 € le litre. Donc là aussi, on ne peut pas en mettre des quantités vraiment trop importantes, ça deviendrait trop onéreux au niveau des préparations. Donc malheureusement, vous l'avez compris, il n'y a pas de sucre miracle magique que l'on peut utiliser pour remplacer le sucre blanc. À chaque fois, même s'il est IGBA, il y aura des inconvénients et des avantages. Il va falloir plutôt faire un arbitrage en fonction des situations où vous allez utiliser le sucre, s'il est cuit, s'il est cru, pour savoir lequel est le mieux à utiliser à ce moment-là. Ce qu'il faut bien retenir de cette vidéo, c'est que c'est pas parce qu'un sucre est IGBA qu'on peut en manger autant qu'on veut. On l'a vu avec l'exemple du fructose. La modération, c'est vraiment le mot-clé quand on parle de sucre en nutrition. C'est aussi, comme on dit, la dose qui fait le poison, c'est-à-dire c'est pas tant le produit en lui-même, c'est la quantité de produit qui va vraiment poser problème. Essayez aussi toujours de vous tourner vers des sucres le plus naturels possible, vers les sucres des fruits, parce qu'on l'a vu, même s'ils contiennent du fructose, ils restent intéressants vu qu'ils sont riches en fibres et en nutriments au niveau de la digestion. Et puis, vous pouvez aussi remplacer du sucre blanc, j'en ai pas parlé dans les sucres en tant que tel, mais par de la compote. Alors, la compote a un index glycémique un petit peu plus élevé, mais si on fait de la compote soi-même maison sans sucre ajouté, elle aura un index glycémique d'environ 35 et ça peut permettre de remplacer une partie du sucre dans les pâtisseries notamment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté quelques informations intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Venez me dire aussi en commentaire quels sont vos sucres IGBA préférés. C'est toujours très intéressant d'échanger avec vous. Pensez à vous abonner à la chaîne pour retrouver bientôt d'autres informations et recettes sur l'alimentation IGBA.
Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.